Bonjour, vidéo 038E, qui est la suite de étalonnage argentique, noir et blanc, et ainsi de suite, où je vais revenir sur cette notion de gamma et dériver gentiment et de manière succincte sur le zone système. Voilà. Le mot est lâché, ça y est, c'est foutu, je suis mort, le zone système. Alors, toujours dans le but de vous venez du numérique et vous vous intéressez à l'argentique. Vous vous intéressez à l'argentique parce que vous êtes aperçu que des objectifs anciens avaient des intérêts en photo numérique, et puis vous êtes aperçu que c'était bien plus simple d'acheter un boîtier avec l'objectif, que c'était moins cher que d'acheter l'objectif tout seul pour le matériel ancien, et donc tout d'un coup vous vous êtes dit, bah tiens, si je mettais un film dans l'appareil photo pour voir ce que ça donne, et je vais faire de l'argentique parce que l'argentique fait des choses que le numérique ne peut pas faire. Si vous venez du numérique, vous êtes habitué à l'outil courbe dans votre logiciel de traitement d'image qui a en horizontal en bas l'entrée, c'est ce qui vient du fichier, et en vertical le positif, ce que vous allez sortir de votre... comment vous allez triturer le fichier RAW pour en sortir une image qui vous plaise. Voilà. Et donc, avec la souris, on passe le curseur, on déplace, on déforme la courbe, et ainsi de suite. Et donc, on fait une table de transformation entre le fichier d'entrée, qui est le fichier RAW, et l'image qui est le fichier de sortie, et donc qui est en positif. Donc là, on a le noir, là on a le blanc, là on a 0, là on a 255, en fait on n'a pas 255 parce que ça fait bien longtemps qu'on n'est plus à 8 bits, mais c'est tellement plus simple de mettre 255, qui est en 8 bits, et puis là c'est pareil, vous avez le noir, et puis là vous avez le blanc, et ainsi de suite, et c'est parfaitement compréhensible, et ça se fait en une passe. En argentique, c'est un peu différent parce que on passe par l'intermédiaire par une étape intermédiaire qui est le négatif. Euh, et donc, du coup, cette notion de gamma va être intéressante à gérer parce que vous scanniez vos négatifs ou que vous les fassiez du tirage classique à l'agrandisseur, le négatif doit être un peu dans les clous, c'est-à-dire doit être pas trop dense, pas trop mal gaulé, pour pouvoir en faire une photo correcte, acceptable, sans trop de difficultés. Voilà. Et donc du coup, souvent je vous ai montré cette courbe de noircissement que je représentais là au milieu, là, voilà. La courbe de noircissement avec le trait bleu plat, là, où on a une jolie courbe en S, et puis on a la pente qui est représentée par le gamma, et puis je vous ai expliqué qu'on prenait le point qui était à 0,1 au-dessus du voile, en densité, et en vertical on a les densités, là, et que ça permettait de calculer la sensibilité. Et du fait que la norme DIN, ASA et donc ISO imposait un développement à un certain gamma, le fait de mesurer ce point-là, qui était effectivement une mesure physique, facilement faisable et facilement repérable, permettait de donner un chiffre variable pour la densité et permettait d'étalonner des appareils photo pour une autre densité à obtenir, pour une autre puissance lumineuse à mesurer, qui correspond à la zone 5, qui correspond au gris à 18%, qui est vaguement au milieu. Voilà, qui est vaguement au milieu. Donc il est important d'obtenir un bon négatif. C'est quoi un bon négatif? Ça mériterait une vidéo 0,39, je ne l'ai pas faite. Un bon négatif, c'est un négatif qui va être facile à tirer et dont vous allez pouvoir facilement obtenir l'image que vous souhaitez. Alors, on ne peut pas plus faire plus basique comme explication. Ça veut dire
que si vous avez des photos avec des coins d'ombre, des choses comme ça, il y a encore du détail dans les ombres. Ça veut dire que si vous faites des paysages avec des ciels, avec des nuages, et des choses comme ça, il y a encore du détail dans les nuages et dans le ciel. On n'aura jamais de détail avec le soleil, parce que le soleil, lui, il a vraiment un très très gros écart de luminosité par rapport à la scène ambiante qui fait que c'est pas possible à avoir. De toute façon, sauf à... Si de temps en temps il y a des taches solaires, mais bon, c'est pas ça. Il faut une densité de 6, donc c'est un millionième pour réussir à faire une photo de soleil, hein. Bon. Donc on ne fait pas de photo spécifiquement du soleil. On peut faire des photos avec le soleil dedans, mais c'est pas des photos du soleil, c'est différent. Pas les mêmes focales, pas les mêmes angles de champ, pas les mêmes temps de pause, et puis surtout, je vous dis, photo du soleil, il faut une densité de 6. Enfin, un filtre ND de 6. Donc ça fait 1 million. C'est pas 1 fois 1000, c'est 1 fois 1000. Voilà. Et donc, on a vu que le choix de son révélateur allait nous permettre par le temps, par l'agitation, par la nature même du révélateur, va nous permettre d'obtenir une courbe de noircissement différente. La variation du temps, la variation de l'agitation, la variation de la température va permettre dans une certaine mesure de faire varier cette courbe-là dans une certaine mesure. Souvent, la variation amenée au facteur de développement amène une variation de la pente, du gamma. C'est ce que l'on recherche dans un système, mais va aussi amener très souvent une variation de la hauteur du pied de courbe. De la hauteur du pied de courbe. Et ça, on ne cherche pas du tout. Ça, on ne cherche pas du tout, parce que ça veut dire qu'on est en train de perdre de l'information dans les basses lumières. Voilà. Donc, quand vous commencez une série de pellicules, quand vous avez commencé à vous intéresser à une pellicule, vous allez d'abord commencer par le développement de base donné dans les tableaux. Et puis, au fur et à mesure que vous allez prendre de l'assurance avec ce film, c'est-à-dire que vous êtes de plus en plus sûr de vos expositions, que vous êtes de plus en plus sûr de votre processus de développement, que vous vous dites que oui, si je rajoute une minute, c'est effectivement une minute effective en plus, et non pas que ça se compense avec la variation de température, parce que l'autre fois il faisait 30 degrés, puis je fais ça 6 mois après, il fait moins 15, enfin vous voyez ce que je veux dire. À partir du moment où vous êtes capable de faire varier de manière raisonnée un des paramètres, eh bien, vous pouvez commencer à essayer de gratter un peu dans l'optimisation du développement, de façon à voir si vous ne pouvez pas faire plier le, le, le développement à vos envies et à vos besoins de sujet, le traitement du sujet. Voilà. Est-ce que vous préférez pas un négatif peut-être un peu moins dense, mais avec beaucoup plus de gamme de gris, ou peut-être avec une plus grande étendue, ou ainsi de suite. Voilà. Et ça va se faire de manière subtile, développement après développement, en essayant un peu de faire varier un paramètre, mais pas non plus dans des rapports énormes. C'est-à-dire, on ne va pas attaquer 1 fois 2 sur la durée, par exemple, mais on va rajouter un petit... Je ne sais pas, si vous avez un temps de développement de 10 minutes, essayez 12 minutes, par exemple, ou 8 minutes, voilà, si vous avez 10 minutes de base. Bien sûr, ça se fera sur des films j'allais dire sans importance, sans grande importance. On va faire ça sur un film d'une sortie photo ou pas une sortie ou pas un mariage, pas un enterrement, pas quelque chose d'important, quelque chose où on peut se permettre de jouer. Et puis surtout, on va faire ça à chaque fois que l'on aura un film dont on veut quand même le résultat assez rapidement, mais dont on n'a pas fini la pellicule. Et alors là, c'est typiquement ce cas-là où on va pouvoir faire 2, 3, 4 photos à la fin du film pour finir le film, puisque de toute façon, on veut les photos tout de suite. Donc on va aller développer le film
dans la lumière qui suit. Donc on se trouve à un endroit, si possible un endroit accessible ou que l'on connaît, et ainsi de suite. Et puis, admettons que vous avez votre film à 400 ASA, que vous l'avez développé, que vous l'avez exposé à 400 ASA, eh bien, vous allez prendre la même photo à 400 ASA, à 800 ASA, à 200 ASA, à 100 ASA, par exemple. Bon, ça vous fait 4 clichés de plus. De toute façon, vous avez développé la pellicule, donc les faire ou pas les faire, c'est le même prix. Et puis, c'est là où vous testez vos objectifs, c'est là où vous testez tout. Mais pour l'exposition, pour le développement, bah voilà, vous faites quelques photos de plus. Et puis, donc vous connaissez la surexposition et la sous-exposition. Et puis vous développez votre film en disant, tiens, oui, je veux les photos tout de suite pour les poster pendant que les autres sont dans le train et retournent à Paris, ou ainsi de suite. Et puis, pouvoir les envoyer rapidement, mais je réussirai toujours à me débrouiller s'il y a une petite variation. Donc vous faites par exemple 2 minutes de plus ou 2 minutes de moins. 2 minutes de moins si vous avez trouvé que vos négatifs sont trop denses, 2 minutes de plus si vous trouvez que d'habitude vos négatifs pourraient être plus denses, que la partie entre la partie de l'amorce et tout ça est vraiment transparent et que du coup, si ça avait une petite densité, ça serait pas plus gênant que ça, et ainsi de suite. Donc vous faites ça de manière raisonnée en fonction de ce que vous avez déjà comme développement, et ainsi de suite, et voir. Et donc, sur ces photos identiques, mais avec des sensibilités différentes, bah, vous allez voir, ça va correspondre à quoi? Cette prise de vue va correspondre à quoi? Va correspondre à un déplacement horizontal du sujet, puisqu'on change le temps de pause, plus un diaph, moins deux diaphs, moins trois diaphs, ou des choses comme ça. Donc on le déplace horizontalement comme ça, et donc vous allez regarder votre négatif, tiens, est-ce que j'ai encore du détail dans les marguerites du bouquet de fleurs, est-ce que j'ai encore du détail dans la sculpture en marbre, est-ce que j'ai encore du détail dans l'ombre des rideaux, est-ce que j'ai encore du détail, et ainsi de suite. Et donc c'est un sujet que vous connaissez, c'est un sujet qui est chez vous, parce qu'il est, pas, il est à côté de la... Il est à côté de la chambre noire. Et puis voilà, quoi. À la limite, c'est quelque chose que vous pouvez, si vous installez une chambre noire, c'est quelque chose que vous pouvez très bien faire dans votre chambre noire en mettant des mires à gauche et à droite, des gammes de gris à gauche et à droite, et puis vous savez que quand c'est la lumière est blanche, vous photographiez, tac tac, et puis vous avez votre sujet répétable, et puis voilà, ça. Alors, il faut faire attention entre lumière artificielle et lumière du jour, parce qu'il y a des films qui ont des sensibilités différentes dans le rouge, or il y a beaucoup de rouge dans la lumière artificielle. Mais bon, voilà, c'est une chose que l'on peut faire. Et donc ça va vous faire... ces variations de développement subtiles vont vous permettre de voir des variations dans la gradation, dans la pente dans la pente de la courbe de noircissement du négatif, tout simplement parce que c'est un sujet que vous connaissez. Et puis voilà, et puis vous avez fait votre mesure intelligemment, que vous savez où est le gris neutre, et vous avez du blanc dans la zone, vous avez du noir dans la zone, vous avez de l'ombre, vous avez de la lumière. Et donc ça va vous permettre de faire évoluer votre développement avec le temps, film après film, pour faire coller le mieux possible le film à vos usages et à votre envie. Voilà. Alors bien sûr, si on s'intéresse à tout ce qui est noir et blanc, tôt ou tard, un jour, peut-être une nuit, on vous entendrait parler de zone système. Alors, le zone system a été inventé par Ansel Adams et un autre gars dont j'oublie toujours le nom, et dont lui-même oublie gentiment le nom. Ansel Adams était un photographe qui est mort dans les années 70-80, et qui a été prof dans une université, prof de photo dans une université, et qui a connu, il est mort à 80 ans et quelques, ou un truc comme ça, donc il est mort, il a connu le noir et blanc assez balbutiement, avant que ça soit réellement normé, et ainsi de suite. Et donc l'intérêt de ce gars-là, c'est que il a pris le noir et blanc avec son collègue, hein, dont j'ai oublié le nom, et puis il est même pas sur les
il est même pas sur les bouquins ou ainsi de suite. Donc voilà. Et donc il a pris le problème de A à Z. C'est-à-dire qu'il a pris le problème de je vais faire une photo à j'ai une photo au mur. Le but c'est ça, au final, quand vous déclenchez, c'est pour avoir une photo au mur. Avec toutes les contraintes qu'il avait liées à son siècle. Voilà. Liées à la façon dont on faisait de la photo à l'époque. C'est-à-dire quasiment rien de normé, quasiment rien de fiable dans les émulsions, dans les posemètres, et ainsi de suite. Voilà. Bref, une époque qui était une horreur et qui n'était pas sympa à vivre. Voilà. Et donc il a écrit des bouquins. Voilà, donc il a écrit des bouquins. Et, donc, alors, il était photographe, mais il était doué en marketing aussi. Donc il y a 5 bouquins. Il y a The Camera, il y a The Negative, The Print, Natural Light Photography et Artificial Photography. Et bien sûr, ces livres ont eu un succès et donc ont été édités de nombreuses et nombreuses fois. Et il fait des renvois de pages. Et les renvois de pages changent d'édition en édition. Voilà. Donc là, par exemple, ça, ce sont des éditions plutôt récentes. Plutôt récente parce que celle-là, je ne sais même pas si il y a le copyright de 1948, voilà, 1948. Là, ceux-là, c'est des copyrights pour les tranches grises, copyright de 1968, et la tranche marron, copyright de 1952. Voilà. Donc, j'en ai le numéro 4, il n'a pas les bons renvois de page, et ainsi de suite, donc c'est une plaie à acheter. Voilà. Pas oublier d'être con, lui. Bon, enfin bref. Et donc, dans ces bouquins, il explique sa démarche. Alors, que ça soit clair entre nous, je ne dis pas qu'il faut faire du zone system. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de noir et blanc sans zone system. Je dis que la compréhension du zone system permet, en un nombre limité de livres, et de comprendre de manière complète toute la problématique du noir et blanc. Par contre, et qu'il y a des choses à prendre dans le zone system, et qu'il y a des choses qui sont devenues inutiles, tout simplement parce que la production de matériaux photographiques, que ce soit au niveau du papier ou au niveau des films, a quand même bien évolué. Et donc, on n'a plus tout à fait les mêmes soucis que lui, il avait. Le souci qu'il avait, c'est que, ben voilà, il arrive devant un sujet et il veut faire une photo. Et il connaît parfaitement le matériel photographique qu'il utilise. Dans le matériel photographique, j'inclus la pellicule et le papier. Et comme il connaît parfaitement le papier, sur lequel il veut tirer la photo format 50-60 qu'il veut mettre au-dessus de sa cheminée, il sait que ce papier 50-60, il n'a que quelques grades, ou qu'un grade, ou et ainsi de suite. Et donc du coup, s'il veut tirer une photo qui est correcte, il sait qu'il faut que la lumière des nuages, la lumière des ombres, la lumière de la cascade, la lumière de Tata Ginette puisse rentrer dans l'étendue du papier. Et donc du coup, ça va lui donner un besoin d'étendue de densité sur son négatif pour avoir la variation de luminosité dans l'agrandisseur pour éclairer le papier correctement. Et donc, comme il connaît son film et qu'il sait que pour avoir cette variation de luminosité dans l'agrandisseur, il faut qu'il y ait une variation de densité, et que la partie la plus dense qui va correspondre par exemple au blanc des nuages, et la partie la plus sombre qui correspond à un truc comme ça,
là qui va mesurer avec un appareil qu'on appelle un spotmètre, eh bien, il sait que eux, ils sont physiquement devant lui une étendue de luminosité. Et donc, le principe du zone système est, si on voulait traduire ça en langage moderne, c'est adapter l'amplitude, la dynamique de sa chaîne graphique. C'est simplement ça. Adapter la dynamique de la chaîne graphique au sujet pour obtenir le tirage final. Quelque part, on a toujours ce même problème-là parce que votre imprimante qui va imprimer les photos, ou votre écran qui va afficher vos photos, il a une dynamique, il a une plage dynamique de densité affichable, imprimable, qui est ce qu'elle est. Ça ne va pas de 0 à l'infini. Hein. Et à un moment donné, ça s'arrête. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir des plus noirs que telle valeur, ou moins noirs, ou plus blancs que telle autre valeur. Voilà. C'est ça. Il faisait que ça. Il adaptait la dynamique du sujet au film, du sujet du film dans l'agrandisseur au papier pour obtenir ce qu'il voulait. Donc c'est pas pire que de jouer avec l'outil courbe. Voilà. Donc parce que bon, il est de bon ton de dire ah là là. C'est-à-dire qu'il y a une étape. Voilà. C'est-à-dire que vous avez le niveau de base, vous avez ah là là, il travaille en mode manuel et puis au-dessus, hein, au-dessus c'est le zone système quoi. Voilà. Donc la compréhension du zone système va permettre de comprendre tout le traitement des images, parce que finalement ça n'est jamais que du traitement d'images, facilement, parce que c'est... Enfin facilement, oui c'est un peu étanche, mais bon ça fait réviser l'anglais, c'est pas mal. Et puis ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe dans les phases de numérisation, dans les phases de tirage, pourquoi on a des grades du multigrade maintenant. C'est vrai que le multigrade arrange beaucoup, mais mais par contre, la phase de, et là je reviens à la photo argentique, mais c'est aussi valable en numérique d'ailleurs, à la prise de vue, en numérique, vous n'avez pas de réglage de gamma. Il n'y a pas de réglage de gamma en numérique. Il n'y a pas. Vous avez la sensibilité, mais vous ne pouvez pas dire non, fais-moi une pente beaucoup plus étalée, là, comme la pente en pointillé. Ça, vous ne l'avez pas, ça. On ne l'a toujours pas. Ce qui est étonnant. Ce qui est étonnant, parce que c'est, à mon avis, quelque chose qui doit pouvoir se programmer assez facilement. C'est étonnant. Mais on ne l'a toujours pas. Bon, on continue. Donc lui, son principe, c'est ça. Donc il a son film qu'il connaît, il a son papier qu'il connaît. Alors, le papier, c'est un peu compliqué. Je m'y suis repris à 3 fois. Bon. Et donc il a un sujet qui est là, qui est entre les barreaux verts. Et puis il se dit, bon, bah, si je le développe, ça va me donner une variation de densité. Et puis quand je vais mettre mon négatif dans l'agrandisseur, je vais faire passer de la lumière au travers. Et donc du coup, la lumière part comme ça, vers la gauche. Et puis je vais prendre un papier, qui est un papier blanc, sur lequel il y a une émulsion, qui va se noircir à la lumière. Donc la partie qui correspond aux hautes lumières va donner beaucoup de densité, qui à travers là va donner peu de densité, donc on va être du côté du zéro, et puis ça va donner peu de gris, mais comme ça va être vu à travers un papier blanc, là on va avoir du blanc. D'accord ? Il y a une inversion. Et puis au contraire, ce qui est dans les ombres, là, il y a peu de densité, donc ça donne beaucoup de lumière, donc l'émulsion noir et blanc qui est sur le papier va devenir noire, mais on la regarde à travers, donc ça va pas laisser passer beaucoup de lumière. Parce que quand vous regardez une photo imprimée, en fait, vous regardez, la lumière va traverser l'image, être réfléchie sur le papier blanc, traverser l'image, et vous allez la voir à ce moment-là. Donc ça passe à travers le papier blanc et ça rebondit. Et donc là, en fait, là, eh bien, on a des ombres, on a beaucoup de densité, donc il n'y a pas beaucoup de lumière qui passe, et donc là, on a les ombres. Voilà. Et donc, du coup, bah, si vous avez un sujet qui va de là à de là, bah, ça passe avec la courbe pleine. Mais si vous avez un sujet qui va de là à de là, eh bien, le principe du zone système,
est de altérer, pas altérer, utiliser les temps de développement que l'on a étalonnés, qui va nous permettre d'enregistrer un diaphragme de plus, deux diaphragmes de plus que la normale, ou un diaphragme de moins, deux diaphragmes de moins que la normale. Donc il définit le développement normal, qu'il appelle N. Il définit un développement qui va lui permettre d'avoir un diaphragme de plus, N plus 1, deux diaphragmes de plus, N plus 2, ou deux diaphragmes de moins, N-2, et ainsi de suite, et un diaphragme de moins, N-1. On doit pouvoir le faire N plus 3, N-3, et ainsi de suite. Et donc il fait ça. Et donc du coup, ça lui permet de rentrer du détail et de l'information dans tout l'étendue de noircissement de son film. Voilà. Donc vous avez compris ça, vous dites, bon, ça valait le coup d'écrire 5 kilos de bouquins. C'est pas mal, ça marche son truc. Le pire c'est que ça marche. C'est que c'est bien et c'est que ça marche. Enfin bref, on continue. Lui, le problème qu'il avait, c'est quand il disait bah, je vais faire un 50-60 pour mettre au mur au-dessus de ma cheminée. Ça va jusque-là, c'est-à-dire au mur au-dessus de ma cheminée. C'est-à-dire qu'au-dessus de ma cheminée, ah, je sais que j'ai tel éclairage, c'est pas très bien éclairé, c'est ainsi de suite. Et puis le format du papier, j'ai que du grade 2 par exemple, ou j'ai que du grade 4 parce qu'il ne me reste plus que ça, et ainsi de suite. Là, au jour d'aujourd'hui, bon, du papier à grade, ça n'existe quasiment plus, tout est en multigrade, donc bon, on peut facilement, par le choix des filtres, là je vous ai montré plusieurs fois mes éventails, je ne les ressors pas, on peut facilement faire le grade que l'on veut. Et donc du coup, comme on peut facilement faire le grade que l'on veut, on peut commencer à se dire, bon ben tonton Ansel, c'était pas mal son truc, mais c'est un peu daté, c'est un peu capillotracté, et puis surtout tonton Ansel, Ansel Adams, il a fait son bazar à une époque où il faisait de la photo à la chambre. L'avantage de la photo à la chambre, c'est que vous avez une photo par film, donc par développement. Ça arrange bien les choses pour adapter le développement au film, au sujet. Parce que c'est simple comme tout, mais moi, je suis en 24-36 et je fais comment là? En 24-36, je peux mettre une 12 pause, je peux mettre une 36 pause, je peux mettre une 24 pause. Voilà. Et si je suis en 6-6, j'ai 12 vues, et ainsi de suite. Bon, bref, si j'ai du film en rouleau, je fais comment? Et là, si on commence à réfléchir, à dire, bon, ben, c'est sympa, hein, c'est la dame, c'est sympa le zone système, mais bon, voilà, quoi. Le mec, il est mort, mon père était pas né, enfin, le vôtre, hein, moi, le mien, si, moi aussi, j'étais né, enfin, bref. Est-ce qu'on pourrait pas voir à faire quelque chose d'un peu plus moderne? Eh bien, si on réfléchit un peu, l'important, c'est qu'il y ait du détail dans toute l'étendue du sujet. Et finalement, quels sont les types de sujets que l'on va rencontrer? On va rencontrer des sujets qui vont avoir moins que la dynamique de la courbe pleine du développement normal. Bon. Bah, ceux-là, oui, c'est typiquement les photos de brume ou les choses comme ça. Si vous faites ça en numérique, vous allez vous apercevoir que il n'y a rien là, il n'y a rien là, et puis vous avez tout au milieu, tout simplement parce que ce sont des sujets où le contraste est très faible. Bon. Et puis vous allez voir les sujets où le contraste va matcher la pellicule, c'est rare, et puis vous avez les fois où le sujet a un contraste qui dépasse la pellicule. Et finalement, on va s'apercevoir que les plus chiants à traiter vont être les contrastes qui dépassent la pellicule. C'est là où on fait rentrer à gauche, ah merde ça dépasse à droite, on fait rentrer à droite, ah merde ça dépasse à gauche, bon ça va pas quoi. Et c'est là où on va se dire que quitte à jouer avec le développement, quitte à jouer avec les temps de développement, les concentrations, à chercher à bidouiller ces développements, ces films et ainsi de suite,
Eh ben, peut-être le plus intéressant, c'est d'essayer de développer, de mettre au point un développement plutôt en N+. N+1, N+2, N+3. Et ça correspond en fait avec des gammas plus faibles que 0,7. Je vous rappelle que le gamma, donc le gamma, c'est la pente de la courbe de noircissement, que ce soit d'un film, que ce soit d'un papier. Et ce gamma-là, quand on multiplie le gamma du film par le gamma du papier, on devrait obtenir 1 pour avoir une restitution fidèle et naturelle du sujet. Ça, c'est la norme, c'est la théorie. Bien sûr, autrefois, on passait par le truchement des agrandisseurs. Les agrandisseurs avaient tendance à bouffer un peu le contraste et ainsi de suite, donc on passait plutôt à un gamma dont la multiplication faisait 1,1, 1,2, 1,4. Voilà. C'est-à-dire que, en fait, on mettait un gamma aux alentours de 0,7 au lieu de 0,5, de façon à avoir quelque chose d'un peu plus contrasté quand on va passer, alors que l'on va perdre du contraste avec l'agrandisseur. Et donc du coup, on va trouver volontiers des temps d'exposition, des sensibilités calculées pour gamma 0,7 et des temps de développement calculés pour obtenir un gamma de 0,7, 0,75, 0,65. Enfin, c'était 0,65 par exemple. Voilà. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de trouver, enfin moi c'est ce que j'ai trouvé et qui m'allait très bien, de trouver des temps de développement qui permettent de diminuer le gamma, de façon à étirer la courbe pour venir comme sur la courbe en pointillé, ce qui va me permettre moi d'enregistrer des delta E, des sujets qui ont un nombre de diaphragmes de contraste dans leur luminosité très important. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Et, voilà. Et donc, du coup, bah, si vous faites votre mesure et puis que vous vous baladez, et puis vous dites, bon, ben voilà, il y avait un joli ciel avec des nuages bien blancs, des choses comme ça. Là, vous dites, bah, mon film, je vais le développer avec le N+2 ou un truc comme ça. Et puis pour les sujets à l'intérieur où il y a un contraste normal, ben, je me démerderai toujours. Et puis vous passez tout le film comme ça, et puis voilà. Parce que tout simplement, on a maintenant très facilement accès à des gammas très très forts au niveau des papiers de tirage. Et puis quand on numérise, c'est très facile avec l'outil de réduire la, de changer la courbe pour réobtenir le contraste que l'on veut. Donc voilà. Donc, le zone système au jour d'aujourd'hui, c'est peanuts. Faut jouer un peu sur la dilution de son révélateur, sur le temps, et ainsi de suite. Donc moi, je me suis aperçu que pour augmenter pour diminuer le gamma, paradoxalement, il faut pas diminuer le temps de développement, mais il faut euh, augmenter la dilution, diminuer la concentration, diminuer la concentration. C'est-à-dire que et notamment faire attention avec des révélateurs type Prodinal ou HC110 ou des choses comme ça qui sont des révélateurs très virulents. Euh, alors le Rodinal ça marche très bien à faible dilution. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un plus 25, un plus 50, voilà, ça peut marcher ça. Mes expériences avec l'Orodinal datent d'il y a longtemps, donc j'en parlerai pas plus, mais j'utilise l'ultra fin j'utilise un plus 30, voilà, un plus 30, c'est bon, j'ai des noirs qui sont noirs, et j'ai comment ça s'appelle, j'ai un voile de base, les parties non développées, non exposées, pardon, qui sont très transparents, et je pense que je pourrais encore allonger le temps de développement pour la dilution à 1 plus 30 et ainsi de suite. Voilà. Donc, ça permet de quand même obtenir des développements, des sujets, des photos qui sont corrects, qui sont bien, avec des amplitudes importantes de delta E. Alors après, il faut faire attention parce que ça peut ne pas plaire. Parce que du coup, vous vous retrouvez avec des grandes gammes de gris. Avec des grandes gammes de gris. Puisque vous allez du noir
au blanc du nuage au trou du cul de la cave. Et donc du coup, vous avez beaucoup de gamme de gris entre ces deux extrêmes de luminosité de sujet. Donc il faut faire attention, ça peut ne pas plaire. Moi personnellement, j'aime bien les gammes de gris, donc je m'en fous. Et puis, je veux dire, les réflexions de forum ou des choses comme ça, je vous rappelle que c'est vous l'artiste, hein, c'est vous qui faites la photo, c'est vous qui avez la vision du sujet. On n'est pas dans la reproduction documentaire, forcément, hein. Tout le monde ne fait pas ça. Voilà. Donc du coup, voilà. Moi, je trouve que ça marche pas mal. C'est facile à scanner parce qu'on n'a pas des densités folles. Votre scanner, il est limité à une densité de 2, 3, enfin 2, 5, ça y va. 3, il n'y a pas beaucoup de scanners qui y vont. Une densité de 3, ça fait 1 pour 1000. Voilà. Après, c'est à vous de voir, c'est à vous d'essayer ce que vous voulez faire. De toute façon, bah, je vous dis, hein, vous faites ça sur la pellicule de week-end que vous voulez développer parce que si dimanche soir vous avez encore le temps de le faire et puis que vous voulez pas la faire traîner jusque dimanche d'après, vous faites 3-4 photos, pouf, et vous dites, bah tiens, la dernière je l'ai exposée je l'ai développé à 1 plus 30, 18 minutes ou 10 minutes par exemple, bah, je vais faire 2 minutes de plus pour voir ce que ça donne. J'étais content du fond, du voile, des trucs comme ça. Je me dis, est-ce que je peux pas aller un peu plus loin, et ainsi de suite. Voilà. Enfin bref, bon, tout ça, soyez éco, hein, pour essayer de comprendre, optimiser. Faites des images. Au revoir.